Bonjour tout le monde, bienvenue à La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Dans l'épisode du jour, je reçois Carole, qui est gériatre. Elle nous raconte sa spécialité, ses richesses, et aussi, avec beaucoup de franchise, ce qu'elle aime moins dans son métier. J'ai beaucoup aimé écouter Carole nous parler de ce qu'on ne maîtrise pas, de ce qu'on ne sait pas dans l'exercice de la médecine, bref, le doute. Et Carole a également accepté de raconter ses expériences de retour au travail après des absences prolongées, et nous avons évoqué la question du temps partiel. Je vous laisse découvrir le parcours de Carole. Bonne écoute! Bonjour Carole! Bonjour Anne-Lise! Je suis ravie de te recevoir à La Consulte aujourd'hui. De même. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Eh bien écoutez, oui, je suis Carole, j'ai 35 ans, je suis médecin gériatre hospitalier au niveau professionnel et au niveau personnel, je suis mariée et maman de 2 enfants, dont un petit garçon qui est arrivé il y a 3 mois. Autant vous dire que je ne m'ennuie pas en ce moment. Eh ben, merci mille fois d'être là et de me donner un petit peu de temps alors. Et je suis très contente de te recevoir encore une fois. Mais c'est sympa. Je suis très curieuse, on va commencer directement dans le vif du sujet. Oui. Comment on fait pour devenir gériatre et plus précisément à quel moment on a l'idée d'être gériatre? Parce que j'ai quand même l'impression qu'on vit dans un monde où les vieux, on les aime de loin, où la gériatrie c'est pas forcément une spécialité qui est très connue et très mise en valeur, quand on n'est pas dans le milieu médical surtout. Et du coup, comment toi, à un moment, tu t'es dit « Ah, je vais être gériatre ». Bah écoute Anne-Lise, je pense que tu as tout dit. Les vieux, a priori, on les aime bien de loin. Et donc moi, si tu veux, c'était pas une vocation au départ, hein. C'était en fait un concours de circonstances. Je devais faire un stage pour valider la médecine polyvalente. Il y avait de la gériatrie. J'étais mal placée pour choisir parce qu'en fait, on choisissait tantôt en ordre alphabétique, tantôt en ordre anti-alphabétique. Et moi, je suis plutôt de la fin de l'alphabet. Et puis je me suis dit, je vais aller en gériatrie parce que ça valide le stage, ça me permettra de réviser un peu toutes les spécialités parce que les personnes âgées, elles ont un peu de tout visiblement, et surtout c'est à côté de chez mes parents. Donc ça a commencé comme ça, en 5e année de médecine, et je me suis dit, c'est bizarre quand même, ça s'est super bien passé, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Est-ce que c'est un biais lié à l'équipe ou est-ce que la gériatrie c'est vraiment ça? Et du coup j'ai refait un stage. L'année d'après, je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas du tout lié à l'équipe, l'hôpital, le contexte. C'est une spécialité où finalement on doit être bon à peu près sur tout. J'ai fait du court séjour gériatrique, pour préciser, de la gériatrie aiguë. On doit être bon à peu près sur tout, puisqu'effectivement, les gens sont polypathologiques et ont plusieurs maladies de plusieurs organes différents, et où finalement la communication a une place majeure avec le patient, avec sa famille, et avec les autres médecins, chirurgiens ou autres personnels de santé. Et c'est ça que j'ai aimé. C'est comme ça qu'on devient gériatre, en fait, pour ma part. Tu as découvert la gériatrie quand tu étais en 5e année de médecine. Tu avais une idée avant de ce que tu voulais faire? Est-ce que tu t'es inscrite en médecine en ayant un projet bien particulier et tu as changé d'avis? Ou est-ce que tu t'es dit, bon, je verrai en fonction de mes stages? Et c'était comment pour toi? Oui, enfin, j'allais dire forcément, je pense, quand on veut faire médecine, on a quand même le projet de sauver des vies. Donc effectivement, j'étais partie sur cet objectif-là. Et puis après, les choses se sont construites un peu en fonction des stages. J'avais pensé à l'obstétrique, j'avais pensé à la chirurgie vasculaire, j'ai pensé à plein de choses. Et puis ce qui m'a plu jusqu'à la gériatrie, c'était l'obstétrique, mais j'étais un peu embêtée par le rythme de vie et la qualité de vie des gynécologues obstétriciens. Donc je dois avouer aussi, il faut être honnête et dire les choses avec transparence. En tout cas pour mon cas, il y avait le choix de la spécialité, mais en fait ma vie n'est pas mon métier. Je suis un être humain qui en plus aime son métier et se lève le matin avec plaisir pour aller travailler. Mais il fallait que les choses s'allient. Et donc l'obstétrique s'est éloignée et puis je suis rentrée en relation avec la gériatrie qui m'a convenu parce que ça me permettait de rester bonne sur pas mal de thématiques d'organes, quoi. Du coup, tu as découvert la gériatrie quand tu étais externe. Au moment de l'internat, c'était ton projet de devenir gériatre. Oui. Donc, comme tu es arrivé avant le DES de gériatrie, tu as fait un DES de médecine générale et le desk de gériatrie. Oui. Comment tu t'es sentie pendant ces années de
de desk de médecine générale avec une maquette où il y a de la pédiatrie, où il y a de la médecine de ville. C'est pas forcément. T'étais à l'aise dans cet exercice-là? J'ai été à l'aise, mais je vais t'expliquer un peu comment j'ai élaboré les choses pour l'être. Hein. C'était aussi une fatalité, puisque comme tu dis, il y avait pas le DES, donc de toute façon, je n'avais pas le choix. Et puis, en même temps, j'avais mon objectif d'être gériatre, donc je savais pourquoi je faisais les choses. Et finalement, comment essayer de concilier l'objectif de la gériatrie avec la maquette de médecine générale. En fait, dès ma première année, j'étais inscrite à un diplôme interuniversitaire de néphrogériatrie. Donc là, ça donnait un peu le là, ce qui m'a permis, avec mon stage d'urgence, de me libérer du temps. C'est pour ça que je l'ai fait pendant mon stage d'urgence, parce que je fonctionnais par garde. Et après, avec mon deuxième stage en médecine de ville, de choisir, parce que j'étais à peu près bien classée dans la promo, 3 praticiens qui étaient en métropole lilloise et qui faisaient beaucoup de visites. L'intérêt pour moi de la médecine générale, très, très clairement, quand j'ai choisi les stages et d'après les évaluations, c'était d'avoir des gens qui allaient voir des personnes âgées à domicile. Parce que clairement, je pense que c'est la grosse population qui a encore besoin de visites à domicile. Donc, soigner des otites du jeune enfant, ça m'intéressait pas trop. Et quand on dit d'emblée aux généralistes ce pourquoi on a envie de faire le stage, en général, ils sont hyper bienveillants. Et en fait, quand la patientèle était très orientée gériatrique, je m'éclatais, quoi. On avait des échanges qui étaient très riches, on voyait les patients sous un autre angle. Donc ça ne m'a pas pesé. Et pour aller plus loin dans les explications et dans ta question, effectivement, il y avait la maquette de gynéco-pédiatrie. Donc j'avais 3 mois de pédiatrie dans mon choix de stage et 3 mois de gynécologie. La pédiatrie, je l'ai pris pour moi en me disant, écoute, t'auras des enfants un jour où tu seras entouré de neveux ou nièces. Donc ça peut être bien d'avoir quand même des bons réflexes et d'avoir des rappels thérapeutiques utiles. Donc je l'ai vécu comme ça. Mon stage de pédiatrie, c'était un peu égoïste. Et mon stage de gynéco, je me suis présentée un peu avant en expliquant mon projet et en disant, je ne suis fermée à rien, mais clairement... la salle de naissance, la pose de stérilet, c'est une perte de temps pour moi. Et puis je serais peut-être pas dans la même démarche et dans la même motivation qu'un autre interne. Donc si avec d'autres ça se compense, moi je veux bien faire moins de salles et puis plus de consultations. Et par chance, avec mes co-internes ça se compensait parce que eux étaient plus intéressés par faire de la pose de stérilet pour la ville ou autre, ou des suivis d'accouchement. Et moi, je me suis retrouvée à faire énormément de consultations et avec une gynéco qui fait de la chirurgie oncologique. Donc finalement, j'ai beaucoup appris au niveau oncologie, ce qui m'a été très utile après dans ma pratique en gériatrie auprès de mes patients âgés. C'est très intéressant et je pense très inspirant cette façon que tu as eu d'aller chercher dans tes stages ce qui pouvait être utile dans ta pratique future et de laisser le reste aux autres. Exactement. Mais parce que les autres étaient flexibles aussi et puis sympathiques. Non, ça a été une discussion ouverte et finalement j'avais un peu peur. Je me suis dit je vais le faire dès le début parce qu'autant être clair dès le début. Et en fait, ça l'a fait. Je pense que je suis tombée avec les bonnes personnes pendant ce semestre de gynécopédiatrie. Donc ça l'a fait. Tu l'as évoqué très brièvement. Tu as dit que toi, tu t'étais passé en stage en court séjour gériatrique, mais la gériatrie, c'est quand même beaucoup plus vaste que le court séjour gériatrique. Tu as eu des expériences dans d'autres types de services gériatriques. Tu avais vraiment envie du court séjour gériatrique et pourquoi le court séjour gériatrique te plaît particulièrement ? Alors, pour être tout à fait honnête, dans mon parcours en tant qu'interne et en tant qu'externe, j'ai surtout fait du court séjour gériatrique. Donc, c'est ce qu'on appelle les unités gériatriques aiguës. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas dans la santé, c'est quand les patients viennent des urgences ou après un passage en réanimation, quand ils sont vraiment pas bien et qu'il y a encore une enquête, éventuellement sur certains diagnostics, ou qu'on doit stabiliser le patient avant de lui permettre de soit rentrer chez lui ou d'aller en convalescence. Donc, c'était ce côté un peu enquête, hiérarchisation des problématiques qui m'intéressait. Mais pendant mon assistanat, j'ai eu la chance de balayer tout ce qu'on appelle la filière gériatrique. Donc la gériatrie aiguë dont je viens de parler, ce qu'on appelle le soin de suite réadaptation, ce que les gens de la population générale appellent la convalescence, mais c'est vraiment la convalescence, il y a un petit côté un peu passif, je trouve, dans ce mot. Le SSR, c'est vraiment le patient est acteur. Par exemple, après une prothèse de hanche, faut se lever, faut réapprendre à marcher,
faut gérer la douleur après l'opération et permettre à la personne de rentrer chez elle. Donc j'ai fait du SSR aussi qui m'a beaucoup plu et qui permet aussi de finaliser peut-être les petites frustrations de la gériatrie aiguë où on pose des diagnostics, on hiérarchise ce qu'on peut faire dans un temps imparti et puis après on passe la main aux gens qui font du SSR. Et j'ai fait aussi un peu de ce qu'on appelle d'unité de soins de longue durée. Pour simplifier un peu, c'est une sorte d'EHPAD hospitalier où les gens ont des problématiques de santé un peu plus costauds et nécessitent de vivre dans un milieu médicalisé. Et là, ça m'a beaucoup moins plu. Aujourd'hui, je sais que je ne suis pas un gériatre pour ce qu'on appelle le long séjour, cette phase d'après où on arrive dans le lieu de vie des patients, même s'ils vivent à l'hôpital. Et je me définis plus comme un gériatre d'aigu, parce que c'est ce que je sais faire et ce que j'ai le plus fait. Mais le SSR, j'aime beaucoup parce que ça permet de continuer à suivre son patient sur une temporalité un peu plus longue. La gériatrie aiguë, on va dire que c'est une quinzaine de jours maximum, et le SSR, ça peut durer un mois, quoi. Donc c'est un peu plus, gratifiant au niveau de l'évolution du patient et des conséquences en fait des soins qui ont été mis en place initialement. Ouais, en SSR, tu as le temps de voir les évolutions Oui. du patient. Et alors, je te rejoins, mais alors 12 milliards de fois, je pense qu'on ne devrait même plus employer le terme convalescence tellement c'est connoté, je me repose dans un lit, alors que le SSR, c'est vraiment quelque chose qui demande au patient d'être très actif dans sa prise en charge. C'est lui qui fait les séances de kiné, c'est pas le kiné en fait. Si tu devais citer vraiment les 3 choses que tu aimes dans ton métier, pour lesquelles tu as envie de te lever le matin et de retourner dans ton service, c'est quoi que tu aimes, toi? Alors, 3 choses. Alors, je dirais quand même au début le service médical rendu. Quand on fait son métier et qu'on le fait avec passion et qu'on est médecin, je pense que c'est pas question d'ego, mais on est là pour qu'au final les gens aillent bien. Donc quand on sait que la veille on a changé de thérapeutique, et ben on a envie de savoir si ça a fonctionné, si la personne va mieux. Quand on sait la veille qu'on prépare la sortie de quelqu'un qui est arrivé dans un contexte très difficile et qu'aujourd'hui cette personne va en SSR ou rentre chez elle, on a envie de se lever le matin et de lui dire au revoir, bonne continuation et au plaisir de ne pas vous revoir, quoi. Donc ça c'est quand même une des premières motivations le matin pour aller à l'hôpital. La deuxième motivation qui va vous sembler un peu bizarre en écoutant ce podcast, je dirais ce sont les collègues. Moi, j'aime ce métier et je le pratique à l'hôpital parce que je ne suis pas seule, parce que j'aime bien m'entourer d'une équipe avec laquelle je m'entends bien et avec laquelle on est sur les mêmes bases, on va dire éthiques et médicales pour soigner les patients. Donc je suis contente de me lever le matin parce que je sais que tel jour c'est telle aide-soignante qui est là et qu'avec elle on a plus tendance à travailler cette dimension-là du soin parce que elle l'aime bien, parce que je serai avec telle infirmière ou parce que je serai avec tel collègue ou que j'ai tel collègue à aller embêter pour demander un avis pour un de mes patients et qu'il faut surtout pas que j'oublie. Donc je dirais que la deuxième dimension c'est le travail d'équipe et puis la troisième dimension c'est je dirais en tant que gériatre ce qu'on apprend très vite c'est l'humilité. Il y a plein de choses qu'on a en tête pour son patient. Il y a plein de choses théoriques qu'on hiérarchise à notre manière. Et puis parfois, le patient, la famille, la vie, le contexte, nous rappellent que malheureusement, la médecine, c'est pas toujours une science exacte, qu'il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas et que parfois on propose et que c'est le patient qui dispose ou malheureusement que c'est son corps qui dispose. Et du coup, je suis quand même contente de me lever le matin pour ce troisième point qui est quand même un peu frustrant parfois, mais qui rappelle qu'on n'est pas des machines et que 2 + 2, ça fait pas toujours 4. Et je trouve que c'est bien d'avoir cette petite part d'aléa qui fait que on peut difficilement rentrer dans la routine, j'ai l'impression, dans mon métier. C'est cette petite part d'aléa qui oblige à être inventif, créatif, ou qui oblige à réfléchir et à ne pas appliquer bêtement une méthode. Exactement. Et est-ce qu'il y a des choses que t'aimes pas dans ton métier? Clairement. Faut être honnête, bien sûr qu'il y a des choses que j'aime pas. Il faut que j'en cite 3 aussi, ou là je... Je sais pas si 3 c'est beaucoup ou pas assez, choisis le nombre. Écoute, je vais essayer de dire quelques lignes. Les choses que j'aime pas dans mon métier, t'en as parlé en introduction. C'est que c'est un métier qui est peu connu. Mais parfois, que ça soit même nos confrères médecins ou les gens de la population générale, pensent connaître notre métier, nous mettent d'emblée dans une case avec des fonctions qui sont pas les nôtres.
Et là, faut sortir les griffes, quoi. Le court séjour gériatrique, c'est pas un endroit où on met un parent, une famille, un ami, parce qu'on doit partir en vacances et qu'on n'a pas le temps. C'est pas un mouroir. On vient pas en filière gériatrique pour mourir. Donc on a l'impression que certes, on a quand même une dimension de soins palliatifs qui est omniprésente, parce que les soins palliatifs, forcément, c'est inhérent à notre fonction de gériatre. On est quand même plus proche de la fin de la vie que le début de la vie. Donc forcément, avec tout ce qui va avec et tous les aléas des incidents d'organes qui se rajoutent à nos patients. Mais j'aime pas cette dimension de ah ouais, donc du coup t'as des morts tout le temps. Non, je peux passer 15 jours sans avoir de mort dans mon secteur. On a une vocation quand même à stabiliser les gens et à leur permettre d'aller mieux. Donc ça, j'aime pas cette vision-là de mon métier qu'on soupçonne et qu'on a l'impression de connaître quand on me l'évoque. Et donc c'est aussi, comme je dis, entre confrères aussi, c'est pas évident. Qu'est-ce que j'aime pas dans mon métier ? J'aime pas tout ce qui va avec, je pense, tout professionnel de santé qui se respecte. J'aime pas quand on me respecte pas. J'aime pas quand on vient me voir en ayant l'impression qu'on a déjà les réponses aux questions et sans me laisser l'opportunité de poser des diagnostics différents de ceux évoqués. J'aime pas les gens agressifs. J'aime pas les gens embêtants, parce qu'il y en a. C'est pas l'apanage des sujets âgés. On a l'impression qu'ils sont tous aigris, mais c'est pas le cas. Et parfois, on a des familles qui sont aussi très embêtantes. Après, il y a le côté, j'ai un proche à l'hôpital. À part pour accoucher, on vient rarement à l'hôpital pour de bonnes raisons. Mais je pense qu'il y a une posture, comme partout. Et donc, il y a des gens qui sont embêtants. Donc ça, j'aime pas. Et puis, j'ai pas honte de le dire. Moi, je suis un gériatre. Bon, j'ai fait un master de neurosciences de la cognition et du comportement, parce que j'aime bien cette dimension-là du soin et de la recherche en gériatrie, mais je suis clairement pas du tout à l'aise avec les sujets âgés qui ont des troubles cognitifs et qui font n'importe quoi. Mais quand je dis n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Le patient qui oublie, qui a des sautes d'humeur, qui peut être géré en réassurance, en bienveillance, ça ne me pose aucun problème. Mais le patient qui a des troubles cognitifs et qui est vraiment hétéro-agressif et qu'il faut en fait aider à redescendre un peu, ça c'est pas ma vocation, c'est pas ma tasse de thé. Je le fais parce que je suis une nature plutôt patiente avec mes patients, mais c'est une dimension de la gériatrie que je n'aime pas trop et que je laisse volontiers aux gériatres qui sont friands de ça et qui le font mieux que moi. La psychogériatrie, tant que tu peux déléguer... Je le fais avec plaisir. Tu délègues en fait. Je n'aime pas ça, c'est une dimension de la gériatrie que je n'aime pas. Mais c'est vrai que pour le coup, t'es peut-être un peu plus, on va dire, protégé en court séjour gériatrique, parce que de toute façon, le séjour du patient sera plus court. Et qu'il y a des choses qui pourront être réajustées, qui demandent plus de temps en termes de thérapeutique par rapport au comportement et qui seront plutôt gérées en SSR ou en UCC en fait. Oui, et puis après on va pas rentrer dans ce détail-là qui est, on va dire technique, mais il y a la notion aussi de confusion et de troubles cognitifs. Moi j'ai des gens confus, parfois des gens qui vont très bien, mais parce qu'ils ont une infection ou autre, ils sont un peu perdus, mais on sait que ça a une fin, même si on n'a pas le délai, c'est pas forcément 1 heure, un jour ou une semaine, ça peut être plus long, mais on sait qu'il y a une finalité et on arrive aussi à justifier le trouble du comportement. Quand on a des gens qui viennent avec des bilans de troubles de la mémoire qu'ils ont du mal à passer parce que malheureusement ils ont du mal à être attentifs, à être calmes pour pouvoir répondre aux questions et répondre aux tests, c'est pas une dimension du soin avec laquelle je suis à l'aise. Mais par contre des consultations mémoire, c'est pas mon dada les troubles cognitifs, mais j'en fais avec plaisir. Mais les gens sont plus apaisés, calmes et pas comme nous on dit dans le jargon hétéro-agressifs. C'est-à-dire qu'ils sont pas agressifs envers l'autre malgré eux. Ils le font pas exprès, c'est malgré eux, mais ils sont pas dans cette ambiance-là et du coup c'est un peu plus serein pour prendre soin d'eux. C'est intéressant de dire qu'on a le droit de faire une spécialité qu'on adore avec certains aspects qu'on aime un peu moins. Tout à fait. Et alors, il y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi, parce qu'en préparant l'enregistrement, tu m'as raconté que tu étais partie en voyage pendant longtemps. Ouais. Et que là, tu es en congé maternité, comme tu nous l'as dit, et j'avais envie de te poser la question, comment on appréhende un retour au travail quand on a été absente longtemps ? Est-ce que tu as l'impression d'avoir oublié toute la médecine ? Est-ce que ça te stresse ? Enfin, est-ce que ça t'a stressé de retourner au travail en revenant de voyage ? Est-ce que là, tu appréhendes le retour au travail ? C'est comment de reprendre le travail quand on a arrêté longtemps ? Alors, donc, effectivement, comme tu me le dis, on est parti 1 an et demi à l'étranger avant qu'on ait des enfants.
Donc la reprise du travail, la première, c'était ce retour de voyage et pas le retour d'un congé maternité. Je suis quelqu'un d'assez zen, qui stresse très rarement ou vraiment dans des situations où vraiment j'ai l'impression que j'ai pas d'issue. Mais je dois avouer que jusqu'au dernier mois avant le retour, j'étais assez zen en me disant la médecine c'est quand même comme le vélo, ça s'oublie pas, on a des réflexes, les choses vont revenir. Le dernier mois, j'en menais pas large. Je me suis dit est-ce que j'aurai encore le même contact avec les patients ? Est-ce que certaines habitudes de prescription que je m'étais construites qui étaient de l'ordre du réflexe, est-ce qu'elles vont vraiment revenir ? Est-ce que on a la même oreille ? Est-ce qu'en auscultant les gens, je vais toujours entendre les bruits qu'il faut, qui sont pathologiques et être réactive suffisamment tôt ? On se pose un tas de questions. On a l'impression que c'est quand même si c'est comme le vélo, quand tu reprends le vélo, tu fais pas le Tour de France. Tu commences par faire une petite balade. On se dit là le patient qui est devant soi. On n'a pas le droit de faire une petite balade, quoi. C'est pas une promenade de santé avant de faire le Tour de France, quoi. On est censé se lancer tout de suite. Et ça, c'était une grosse appréhension. La veille, j'ai très très mal dormi, pour être honnête. Je me suis demandé si je serais à la hauteur. Je relisais la semaine précédente mes petites notes, parce que j'ai un petit répertoire que j'ai en poche avec des petits protocoles en fait que j'ai glanés à gauche à droite dans des hôpitaux ou des conseils d'autres praticiens que j'avais mis en place. Je me suis dit oh là là, faut pas que j'oublie que j'aime bien faire ça comme ça et pas plutôt autrement. Et puis le jour J, en fait, je me suis posé 50 milliards de questions le mois d'avant, la semaine d'avant, le jour d'avant. Et en fait, le jour J, on est dans le bain. On est dans le bain et c'est vraiment comme le vélo. Donc on y va, on ausculte ses patients, on est content. Moi j'étais finalement craintive et j'étais hyper excitée quand j'ai commencé à reposer mon premier stéto, à réentendre tous ces bruits qui étaient pas mes bruits ou ceux de mon mari que j'écoutais pour être sûre de pouvoir réentendre le physiologique. Et en fait j'étais hyper excitée et le soir, hyper fatiguée parce que c'est une stimulation quand même très particulière, l'écoute de ses patients, l'auscultation, l'échange avec les collègues médecins paramédicaux. J'étais HS, j'avais des maux de tête en rentrant, mais j'étais heureuse et le deuxième jour, j'y suis retournée sans aucune appréhension. Après, on réapprivoise un logiciel informatique qui n'est pas celui que j'avais quitté parce que j'ai changé d'établissement. Donc finalement, j'ai eu l'impression que c'est le logiciel qui m'a donné plus de fil à retordre que la médecine en elle-même. Et du coup, là, le retour de congé maternité, t'appréhendes pas ? Bizarrement, pour ma première, j'ai appréhendé quand même, avec une intensité quand même moins importante que le voyage, en me disant, parce que là, je retournais dans la même structure. Est-ce que je vais retrouver mes bonnes habitudes de pratique ? Est-ce que je vais être à l'aise à mon poste de travail ? Est-ce que je serai aussi efficace ? J'étais passée en temps partiel. Donc le temps partiel, donc c'était 90% dans mon cas parce qu'en gériatrie aiguë, ça me semblait quand même assez compliqué dans un premier retour de maternité de ne pas faire l'examen clinique de mes patients tous les matins et de le déléguer à mes collègues, puisque c'est le propre du service de patients qui sont quand même moins stables que des patients qui sont en SSR. Et c'était ça mon appréhension, savoir gérer mon temps sur 4 journées et demie et pas 5. Et au final, ça a été un challenge qui m'a pris quand même bien 1 mois. Pas l'appréhension de la reprise de la médecine en elle-même et de l'échange avec les collègues qui étaient hyper bienveillants, les collègues infirmières qui étaient hyper bienveillantes aussi, mais gérer mon temps pour, après le déjeuner, le mercredi, ne plus retourner dans le service et ne plus avoir laissé de tâches administratives ou médicales à mes collègues qui ont aussi leurs patients à gérer. C'était vraiment ça mon anxiété. Et aujourd'hui, pour la reprise du travail avec mon fils, je l'ai quand même un peu, parce qu'on peut pas dire qu'on est léger quand on retourne au boulot, quand on sait qu'on réduit son temps de travail, mais je l'ai beaucoup moins. C'est un peu plus serein. Tu vas reprendre avec quelle quantité de temps de travail ? Je vais reprendre à 80%. Donc là, c'est encore un deuxième challenge. J'ai grignoté une demi-journée encore. Ça m'interroge ce temps partiel parce que dans ma petite expérience des collègues que j'ai pu côtoyer à temps partiel, j'ai toujours eu l'impression, sur des temps comme du 80 ou du 90%, qu'il fallait faire rentrer un 100% sur un 80 ou un 90%, ce qui est quand même un sacré challenge. T'as cette impression-là aussi ? Il faut être tout à fait honnête, je pense que tu as raison. Je pense que quand je travaillais à 90%, je faisais rentrer 100% dans 90%.
Là maintenant à 80%, il faudra en reparler a posteriori, mais peut-être que j'essaierai de faire rentrer un 90 dans du 80. Parce qu'à un moment, tu trouves un rythme de travail aussi et t'es un peu plus efficace et tu hiérarchises les choses de manière un peu plus efficace. Et je pense qu'à un moment, oui, tu rentres du 95 dans du 90. Mais tu te rapproches quand même de ton temps de travail sans vraiment être dans ce temps de travail de 90%. Le 80%, j'espère que cet exercice de 90% m'aura aidé et que j'essaierai pas de rentrer, entre guillemets, une charge de travail de 100% dans du 80. Après, je serai aussi à un effectif de patients moindre. J'avais 12 patients en gériatrie aiguë à 90% et là, je passe à 10 patients à 80% parce qu'il y a une réorganisation, en fait, du pôle gériatrique. Et là, je pense que ça va grandement m'aider aussi. D'avoir 2 patients en moins et de diminuer d'une demi-journée mon temps de travail, ça me permettra de faire les choses avec beaucoup plus de sérénité. À mon avis, il était impossible d'envisager d'être à 90%, à 80%, pardon, et de faire les choses consciencieusement, correctement, sans rajouter une charge de travail aux collègues, en passant à 80% avec 12 patients. Oui, donc là pour ton 80%, il y a quand même une adaptation de la charge de travail qui n'existait pas, en tout cas sur le papier, quand tu as fait le switch 190. Exactement, et qui, je le précise, n'est pas une adaptation de la charge de travail uniquement pour moi, mais tous les collègues qui font le métier que je fais auront 10 patients. Donc c'est pas un aménagement qu'on me fait moi comme un traitement de faveur, c'est qu'on se réorganise autrement et que on passe à 10 patients. Et le fait de passer à 10 patients m'arrange grandement et me permet de passer à 80%. Je vais peut-être être un chouïa provocante, mais ça veut dire que tu as des collègues qui seront à 100% qui n'auront, je mets des gros guillemets, que 10 patients, et toi à 80%, tu auras encore 10 patients en fait. Oui, tout à fait, mais en fait, non, c'est bien comme question provoque, et puis c'est intéressant aussi si d'autres personnes que des gens qui travaillent dans la santé écoutent ce podcast, c'est que clairement, il n'était pas normal qu'on ait 12 patients en court séjour gériatrique, c'était trop. En fait, pour pouvoir gérer nos patients correctement et consciencieusement, on a dû en fait réduire nos consultes, réduire en fait tout ce qu'on appelle la transversalité. En fait, un médecin à l'hôpital ne fait pas que travailler dans son service, il fait aussi d'autres choses, des consultations, ce qu'on appelle de l'hôpital de jour. Quand les gens viennent pour faire des bilans qui restent qu'une journée, il y a tout ça en fait qui est en jeu et tout ça a sauté pour qu'on puisse se consacrer à nos 12 patients. Après, il y a eu le coronavirus, donc ça a été aussi notre problématique. Mais aujourd'hui, le fait de repasser à 10 patients, c'est pas pour que mes collègues n'aient que 10 patients à 100%, mais c'est pour qu'ils puissent se consacrer à cette transversalité-là qu'on faisait avant et qu'on ne faisait plus, du fait de la charge de travail. C'est intéressant de rappeler que à l'hôpital, il n'y a pas que les patients hospitalisés dans les lits dont on est responsable. Tout à fait. Et qu'il y a d'autres activités que le service d'hospitalisation. Oui. Encore 2 questions avant de terminer, si ça te va. Oui, c'est très bien. Une question que j'aime beaucoup poser sur ce podcast, c'est est-ce qu'il y a eu des échecs, des moments de doute ou des obstacles que tu as surmontés et qu'est-ce que ça t'a appris? Oh, il y en a eu forcément. Des moments de doute, on en a déjà évoqué là, avec le fait de reprendre le travail après une coupure, quelle qu'elle soit. Donc oui, ça a été surmonté. Des obstacles, alors faudrait que je te donne des exemples. En fait, j'ai tellement de choses en tête. Parce qu'en fait, finalement, j'ai l'impression que cette question, elle peut être posée dans n'importe quel métier. Je vois là mon mari qui va changer de travail d'ici quelques semaines. C'est parce qu'il a besoin de renouvellement, parce que il s'est posé beaucoup de questions, parce qu'il y a eu des obstacles qui lui ont permis, qui lui ont demandé de se réinventer aussi. Donc effectivement, oui, il y en a forcément eu et j'ai 50 idées en tête que j'ai du mal à hiérarchiser, mais des gros obstacles, j'ai pas l'impression d'en avoir croisé parce que j'ai l'impression qu'un gros obstacle c'est quelque chose qui est difficilement surmontable. Et aujourd'hui, j'ai pas eu l'impression d'avoir des obstacles qui m'ont fait douter du fait que je puisse les surmonter. Fallait retrousser les manches, mais c'était franchissable. Par contre, des moments de doute, où on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on sera peut-être pas bon, qu'on n'atteindra pas nos objectifs. Oui, j'en ai, et je vais pas dire quotidiennement, mais assez régulièrement, ne serait-ce que pour toutes les raisons que je vous ai dites
quand j'ai parlé de la troisième raison pour laquelle j'aimais mon métier. Parfois, on a beau faire tout ce qui est bon théoriquement pour que le patient aille mieux, et puis il va pas mieux, quoi. Et puis là, on a les boules. On a les boules. Dans un premier temps, on se remet en question, parce que c'est important. Est-ce qu'il y a quelque chose à laquelle j'ai pas pensé, un diagnostic auquel j'ai pas pensé, qui peut sauver la vie de mon patient? On va voir les collègues, on dit écoute, j'ai cette personne-là qui va pas bien, quand tu l'examines, quand tu vois son dossier, est-ce que tu penses à quelque chose à laquelle je n'ai pas pensé? Ça, c'est le quotidien. Et ces doutes-là, ils nous habitent, et peut-être qu'il faut apprendre quand on est interne, parce que quand on est externe, on s'en rend finalement pas compte. On voit l'interne douter, mais on a l'impression qu'il a réponse à tout, ou qu'il a le chef pour l'aider, sauf qu'un jour on est l'interne, un jour on est le chef, et finalement on n'a pas toujours réponse à tout. Et je pense que ce doute-là, c'est ce qui est le plus frustrant et ce qu'il faut le plus travailler dans mon métier. C'est apprendre à avancer avec le doute, parce qu'en fait, il fait partie du métier. Si c'était une science exacte, on serait remplacé par des machines, tout le monde serait soigné, personne ne mourrait, il y aurait plus de cancer, et la vie serait super, quoi. Mais malheureusement, on avance avec tout ça, avec les mécanismes du corps qui sont pas toujours bien compris, les mécanismes de certaines maladies, et encore le corona nous a appris encore beaucoup d'humilité depuis 2020, de choses incomprises, et puis il faut qu'on avance avec ça. Et je pense que c'est cette frustration qui fait naître le doute, mais il faut toujours avancer. Faut avancer. Voilà, j'ai essayé de donner un exemple, sans être hyper précis. Je ne sais pas si ça te convient. Ça n'a pas à me convenir ou pas me convenir. Ce qui est important, c'est ce que toi, ça t'évoque, cette question. Et je trouve ça très intéressant, cette réflexion sur le doute qui est toujours présent. Et peut-être qu'effectivement, il faudrait qu'on explique à nos externes que le doute ne part pas en grandissant. Ouais, clairement. Pour pas dire que c'est pas grave, moi j'ai trouvé passant chef. Donc pour expliquer aux gens, on est externe quand on n'a pas encore passé le concours de l'internat. Après on devient interne, et après il y a une partie qui dure 2 ans ou plus, où on est chef de clinique, assistant, où en fait on peaufine un peu notre spécialité, les dimensions de notre spécialité avant d'être praticien hospitalier. Pour les gens qui ne sont pas de la santé, finalement, ça a très peu d'importance, parce que dès qu'on passe le concours de l'internat, on a déjà le droit de prescrire, donc on peut prescrire, et dès qu'on a sa thèse, donc en fin d'internat, on est déjà docteur en médecine. Mais il y a cette période-là où on est chef, où on chapeaute aussi les internes, mais on est dans un entre-deux. On n'est pas titulaire de son poste à l'hôpital, on n'est pas non plus interne, et du point de vue de l'interne, on est la dernière option, et la solution, la vérité, la réponse. Sauf que parfois, la réponse, on l'a pas, parce que le corps humain est une machine complexe, parce que l'être humain a aussi ses complexités, et puis ses ambivalences. Et un patient peut dire que un jour il est d'accord pour un traitement, et puis 1 heure après ou le lendemain dire qu'en fait pas du tout, alors qu'on a pris 2 heures à lui expliquer. Et faut pas être frustré, faut pas lui en vouloir, faut accepter le fait qu'aujourd'hui il veut pas, puis on retentera ça change plus tard. Ou faut accepter de dire à son interne, à son externe, super question, je ne connais pas la réponse. Si tu la trouves, je suis preneuse, et ou malheureusement, personne n'a la réponse aujourd'hui. Ça existe en médecine, on ne sait pas tout. Et quand on le dit aux patients en consultation, parfois ils sont un peu étonnés, parce qu'ils attendent que le médecin sache tout, qu'il soit un demi-dieu. Non. Nous sommes juste des êtres humains, et puis on a une compétence qu'on essaye de mettre en pratique, mais on ne sait pas tout. C'est très vrai. On va passer à la dernière question. Quelle est ta tenue de travail? Alors, ma tenue de travail, on va dire avant Corona et après Corona. Ok. Ça a son importance. Avant le Corona, on avait l'habitude d'en rigoler un peu avec les paramédicaux, surtout les infirmiers et les aides-soignants. On avait l'impression que les bactéries, elles étaient uniquement sur les paramédicaux, et que le médecin était épargné. C'était une grosse discussion avec notre médecin hygiéniste aussi. Donc bien évidemment, je ne portais pas de bijoux à mes poignets, à mes doigts. Mon alliance, je la mettais autour du cou. Mais j'étais en civil en dessous de ma blouse, à manches courtes. Pourquoi je dis ça? Parce que les infirmiers à l'hôpital, ils ont une tenue. Et nous, en tant que médecins hospitaliers dans les services, on va dire conventionnels, on n'a pas de tenue obligatoire. Les réanimateurs, ils en ont une. Les chirurgiens, ils en ont une. Mais bon, les médecins en gériatrie, ils en avaient pas. Donc, je m'habillais comme je voulais.
et je mettais ma blouse par-dessus. Et les jours de consultation, je mettais des petits talons, je me faisais un peu pimpante quand même, parce que pour mes patientes âgées, c'était très important que le médecin soit bien habillé. Donc je faisais l'effort. Et depuis le corona, je suis en tenue qu'on appelle tenue de bloc. Donc comme les chirurgiens, je m'habille avec une tenue hospitalière et je mets ma blouse par-dessus. Voilà, donc on a renforcé les mesures d'hygiène et de transmission des maladies depuis le corona. Donc est-ce qu'on aurait dû faire ça avant ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, je ne suis plus en civil en dessous de ma blouse. Mais t'as gardé la blouse de médecin par-dessus le pyjama réglementaire. Oui, parce qu'en fait, c'est des habitudes. Mon stéto, je le range dans telle poche. Enfin, on a plusieurs poches. Et pour mettre mes stylos, les autres tenues sont pas pratiques. En fait, il y a que 2 poches. Donc avec ma blouse, j'ai toutes les poches qu'il me faut pour mettre mes petits trucs avec mes petites habitudes. Et on sait tous à quel point c'est important de bien équilibrer le poids entre les différentes poches. Ça doit toujours être le même poids sur les épaules. Exactement. Donc voilà. Merci infiniment, Carole. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Avec plaisir. Merci de m'avoir invitée. Voilà, l'épisode est terminé et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et de vos suggestions d'invités sur mon compte Instagram, podcast la consulte tout attaché. Si le podcast vous plaît, je vous serai très reconnaissante d'en parler autour de vous et de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur votre appli de podcast.